Le Su-152 est de nos jours connu comme l'un des meilleurs canons automoteurs qu'aura produit l'URSS durant la guerre. Si la légende du Zveroboy perdure de nos jours, ce n'est pas le cas des circonstances de son développement. Si le véhicule semble tout à fait original, il n'est que le fruit de longs mois de réflexion sur des projets annexes. En effet, l'idée d'un char Klimen Voroshilov à casemate n'est pas nouvelle, bien au contraire. Dès la fin de l'année 1941, les ingénieurs soviétiques se planchèrent sur la conception d'un char KV équipé de 3 canons et qui deviendra l'Object 227, aussi connu sous le nom de KV-7. S'il devait tout d'abord compenser le manque de puissance de feu des plateformes KV, il se révélera être plus problématique qu'autre chose. Rien n'y faisait, le char était accablé de problèmes, comme nous le montre bien la lettre suivante, rédigée par un dirigeant du directorat des blindés de l'armée rouge. Après avoir passé en revue le système et les essais de tir, je crois que ce genre de véhicule est inacceptable pour les forces blindées pour les raisons suivantes. Le système est inutile contre les chars à cause du manque de flexibilité des canons, ils ne peuvent tourner qu'à 15 degrés de chaque côté. Il n'est pas plus utile contre les bunkers à cause de sa mauvaise balistique et du manque de puissance de ses obus. Je crois qu'il serait mieux que le canon de ce genre de système soit d'un plus gros calibre, approximativement 152 mm, comme monté sur le KV-2, le canon M10. La situation était délicate. L'usine de sang avait signé pour la production de 20 châssis, mais le char était passé d'un projet important à un programme expérimental et il fallait faire quelque chose des châssis construits. C'était pourtant loin d'être la fin du KV-7, si le véhicule pouvait accueillir 3 petits canons, alors il pouvait accueillir un obusier. Plusieurs canons ont été choisis pour une potentielle installation. Un obusier de 122 mm, qui deviendra plus tard l'armement du KV-9, le canon de 152 mm M10 et le canon de 152 mm ML20. Si l'URSS tâchait sur la création d'un système de canon double de 76 mm, l'idée de convertir le KV-7 en un destructeur de bunker faisait son chemin dans les usines du pays. Ainsi, le 21 janvier 1942, le développement d'un tel système sera accepté et devait résulter d'une coopération entre l'usine de Kirov à Tcheliabinsk et d'une usine de l'Oural, ces derniers devant fournir un prototype avant le 1er mai de la même année. Pourtant, ce projet n'avait clairement pas l'unanimité au sein du directorat des blindés, dont de nombreux membres arguaient qu'un KV-7 obusier était voué à l'échec, et qu'il valait mieux développer un KV équipé du canon BR2. Malheureusement, ce dernier projet fut sûrement encore plus voué à l'échec qu'un KV-7 reconditionné. En effet, le projet qui s'en rapproche le plus, l'Object 212, avait été abandonné durant le printemps 1942, et relancer la production du BR2 était simplement irréaliste. Donc, quoi qu'en pensait le directorat, le futur canon automoteur soviétique serait sur châssis de KV-7. Une réunion du comité pour l'artillerie du directorat prit alors la décision de poursuivre l'installation du ML20 sur un châssis de KV-7. Le projet a été confié à Lev Israelevitch Gorlitsky, qui avait déjà travaillé sur un projet similaire au cours de l'année 1942, le U-19. Si le véhicule semble assez loufoque, ce n'est pas pour rien. Il est doté du canon B4 de 203 mm. Ce canon automoteur aura été développé sans que vraiment personne ne l'ait demandé, si ce n'est les artilleurs qui voulaient un puissant véhicule capable de détruire n'importe quelle fortification. Il faut tout de même noter que le U-19 prédate le U-18 de Sverdlovsk, qui lui correspond aux exigences imposées par le directorat. Le développement du U-19 sera étrangement stoppé par le chef du GABTU, qui indiqua que le véhicule était trop lourd, 66 tonnes, trop haut, 3,51 m, moins blindé qu'un KV normal, et que le véhicule atteignait à peine les 9 chevaux par tonne. Ce qui est assez étrange, c'est que le projet 212 était dans les faits assez similaire, mais lui n'avait pas été directement stoppé. Quoi qu'il en soit, l'installation d'un obusier sur le KV-7 fut grandement retardée, les plans n'étant proposés qu'en septembre 1942. Le U-18 répondait à toutes les exigences soviétiques et aurait pu être accepté en service, mais un chef du GABTU informa l'usine de l'Oural qu'un projet similaire au U-18, le ZK-20, avait déjà été proposé par l'usine 8, dont le bureau de conception n'était séparé que d'un étage dans le bâtiment administratif du bureau de conception concurrent. Pourtant, on ne sait pas vraiment à quelle date l'usine 8 débuta le travail sur un tel véhicule, mais tout indique que cela commença au printemps 1942. Ce dernier ne fut aussi jamais indiqué comme ZK-20 dans les correspondances, menant à beaucoup de confusion entre le ZK-20 et le U-18. Le directorat tenta aussi d'assigner le développement d'un char équipé du BR2, à cause notamment du retard que prenait le ZK-20. En effet, l'usine 8 travaillait alors sur de nombreux, mais vraiment nombreux, projets. À vrai dire, le concept de destructeur de bunker de 152 mm avait été simplement oublié durant l'été 1942. En fait, le problème du ZK-20 est que le véhicule était tout simplement irréalisable.
Les ingénieurs ont outrepassé les limites du châssis du KV et se retrouvèrent au final avec une superstructure qui nécessiterait un nouveau châssis, chose assez inconcevable compte tenu de l'état de l'industrie soviétique. Le char sera alors mis en pause durant l'automne 1942. Cet abandon tomba à point nommé, puisqu'un nouveau char venait d'atteindre les lignes de production soviétiques, le KV-1S. Après quelques négociations, la tâche de concevoir un véhicule à partir de l'expérience obtenue avec le U-18 et le ZIK-20 fut confiée à Joseph Kotin. L'usine 100 et l'usine de Kirov devaient reprendre les travaux effectués à Sverdlovsk et se baser sur ceci pour concevoir un canon automoteur sur base du KV-1S. L'Union soviétique avait déjà passé plus d'une demi-année à tenter de développer un tel véhicule. Cette fois-ci, les ingénieurs n'avaient pas droit à l'erreur. Néanmoins, un petit problème survint durant l'inspection des travaux sur le ZIK-20 à l'usine 8. Cette dernière avait été scindée en deux par un décret d'octobre menant à la création de l'usine 9, qui elle devait reprendre les travaux sur les obusiers et canons de char, conduisant à quelques retards, notamment sur la maquette du ZIK-20 qui ne sera prête que tard dans l'année. La documentation correspondant à ce que l'usine de Kirov désignait le KV-14 était prête pour décembre 1942. Le véhicule fut aussi parfois désigné SU-14 en 1943, mais il prendra le nom d'Object 236 à partir de l'été 43. L'usine de Kirov proposa deux versions du KV-14, mais seulement la deuxième fut acceptée, et la production d'une maquette sera demandée. Le bureau de conception de ce qui était l'usine 8 fut logiquement fâché par une telle décision, le ZIK-20 étant devenu un poids notable sur leurs épaules. Malgré cela, Staline signa un décret ordonnant la production d'un prototype de KV pour le 25 janvier 1943. La date était très serrée, mais l'usine de Kirov put s'en sortir. Le travail débuta dès que l'usine en reçut l'information, les dessins du prototype étaient terminés le 10 janvier. Le châssis sera terminé le 20 janvier, et l'assemblage débuta le jour même. Au même moment, l'usine 172 se préparait à la production d'une version spécialisée du ML20, le ML20S destiné au KV-14. Il différait notamment par un système d'ouverture pour faciliter la maintenance des mécanismes d'absorption de recul. La différence la plus notable est aussi que les premiers modèles étaient dotés du même viseur télescopique que le KV-2, ce qui n'était évidemment qu'une solution temporaire. Dès la fin du mois de janvier, le canon du KV-14 tira une cinquantaine d'obus et le canon ne rencontra aucun problème. Au matin du 23 janvier, le prototype était entièrement assemblé, un an après que les soviétiques aient demandé la création d'un tel véhicule. Au final, le KV-14 se révéla être un véhicule totalement unique. Rien de ce qu'avait déjà produit l'URSS n'y ressemblait. Maintenant que le char avait été assemblé, il fallait le tester. Son premier obstacle fut une marche de 85 km. Dans la neige et par moins 42 degrés, le KV-14 prit pas moins de 13 heures pour faire le chemin sans problème majeur, hormis le fait qu'il y avait de l'eau dans le carburant, ce que le moteur n'appréciait pas vraiment. Les essais de tir démontrèrent une cadence de tir pratique de 3 coups par minute, pouvant presque atteindre les 4 en fonction du râtelier utilisé. La précision était aussi tout à fait acceptable et le char put reprendre le chemin en sens inverse. Cette fois-ci, il n'aura pris que 7 heures. Le 9 février, Staline signa un décret ordonnant la production de 30 Su-14 en février, puis de 75 en mars. Le début de production du véhicule ne posa pas vraiment de problème, le châssis du KV-1S n'ayant été dans les faits que modifié de façon mineure. Mais les premiers souffraient aussi de problèmes plus ou moins graves. Les problèmes iront de la position assez restreinte du tireur, au fait que les viseurs de KV-2 sur les premiers exemplaires étaient conçus pour le canon M10T et pas le ML20, ce qui est problématique. Tout se compliqua rapidement quand seulement 15 KV-14 au lieu de 30 seront produits en février. Les soviétiques espéraient compenser ce manque par la production de 90 véhicules le mois suivant, mais ils n'en firent que 23 au 28 mars. Accrochez-vous bien, ils réussirent à construire les 67 restants en 3 jours. Au final, les troupes ne reçurent ce qui venait d'être renommé en Su-152 qu'en avril, et son arrivée sur la ligne de front ne se fit qu'en juillet. Pendant que les usines galéraient à produire des châssis, le Su-152 était en train de connaître ses premiers combats. Les soviétiques avaient capturé 2 Tigres plus tôt dans l'année et se rendirent compte lors des essais en avril que la plupart des canons anti-chars et d'artillerie divisionnaire allaient avoir du mal à le pénétrer. La question se posa alors de comment venir à bout. Même avant cela, l'usine de Kirov s'est vue confier la tâche d'installer un canon de 122 mm A19 dans le Su-152. Pendant que ce projet se profilait, le commissariat du peuple à l'armement entama le développement d'un obus perforant pour le 152 mm pour l'été 1943. Le déploiement de ce dernier sera retardé à août, et les SU durent combattre principalement avec des obus explosifs. Les obus hautement explosifs étaient très efficaces contre les blindés allemands. Si l'obus ne pénétrait généralement pas le blindage, la force brute de l'obus pouvait tout simplement fissurer le blindage ou bien sonner puis à terme tuer l'équipage du char. Ce premier cas de figure sera notamment constaté à partir de 1944 avec la dégradation de la qualité de l'acier allemand. On peut facilement comprendre d'où vient la réputation du Su-152 de tueur de bêtes, puisque le véhicule pouvait engager absolument tous les véhicules du parc blindé allemand à n'importe quelle distance. La prochaine étape dans la vie du SU était de corriger certains problèmes. De gros problèmes.
comme le système de ventilation. Ce dernier, qui était alors plus ou moins inexistant, pouvait causer l'intoxication des membres d'équipage qui devaient inhaler des gaz rejetés après chaque tir. Vous vous en doutez, un tel problème ne passe pas inaperçu. Il était même tellement préoccupant que Staline lui-même demanda d'y trouver une solution. En effet, lors d'une revue de véhicules en septembre, Joseph monta sur un Su-152 et demanda aux ingénieurs comment se portait la ventilation du véhicule. On lui répondit évidemment qu'un nouveau système avait été conçu qui pouvait laisser passer 3 fois plus d'air que l'ancien et qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Vous ne croyez pas à cette histoire ? C'est normal, puisqu'elle est à moitié fausse. Staline réprimanda les ingénieurs lorsqu'il vit que le char n'était pas doté d'une vraie ventilation et que l'usine de Kirov n'avait de toute façon pas commencé à travailler sur un nouveau système. Au final, on peut dire en quelque sorte que c'est plus ou moins Staline qui accéléra le projet de ventilation. Avant même la fin du mois, l'usine de Kirov réussit à produire des Su-152 équipés d'une nouvelle ventilation. Le travail leur aura seulement pris quelques jours. Malheureusement pour le Su-152, l'IS-152 sera accepté en service le 6 novembre 1943, et avec cela viendra l'ordre d'en finir avec la production du Su. Ainsi, durant le mois de novembre, l'usine de Kirov dut produire quelques Su-152 avec des ISU-152 à côté, menant parfois à quelques erreurs comme l'utilisation de pièces dessinées aux ISU sur des Su. Les derniers exemplaires du Su-152 seront livrés entre décembre 1943 et janvier 1944, avec respectivement 4 et 2 véhicules par mois, la production totale du véhicule atteignant alors les 670 unités. Voilà, c'est tout pour le Samorodnaïa Ustanovka 152, un véhicule quand même légendaire dont la réputation est grandement méritée. J'espère que grâce à cette vidéo vous avez un peu mieux compris son développement et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.